Il tremblait de tout son corps, doucement, sans même s'en rendre compte. Il n'avait pas perdu conscience, mais les pensées n'arrivaient plus à circuler dans les canaux de son cerveau qu'envahissait le gel. Parfois, c'était comme un poisson engourdi, hébété, qui, des profondeurs noires et calmes, montait vers la surface, approchait de la pellicule de glace qui la recouvrait et, avant de disparaître à nouveau, happé par le noir, laissait une petite trace, un clignotement. Le sillage aussitôt effacé d'un étonnement, c'était donc cela, mourir. Plongé ainsi, lentement, dans la torpeur, le gel jusqu'à l'endroit calme, noir et profond où bientôt il n'y aurait plus de Nicolas, plus de corps pour trembler, plus de consolation à attendre, plus rien. Il ne savait plus si ses yeux étaient ouverts ou fermés. Il sentait le contact du volant contre son front, mais ne voyait rien. Ni l'intérieur de la portière, ni le dehors, les bouts de route enneigés et les sapins que la vitre encadrait. À un moment pourtant, un rayon de lumière frappa ses paupières. Cela bougeait, changeait de direction. Nicolas pensa fugitivement aux voyageurs nocturnes, puis à un gigantesque poisson de profondeur qui évoluait autour de lui et l'enveloppait de son aura phosphorescente. Il aurait voulu descendre de plus en plus loin avec le poisson dans le grand fond pour échapper aux voyageurs, ne pas voir son visage. Il faillit hurler quand le faisceau de la lampe torche l'aveugla, quand la portière s'ouvrit. Une forme sombre se pencha, le surplombant, et son cri s'étrangla dans sa gorge. Une main le toucha, une voix dit « Nicolas, mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe ?» Il reconnut cette voix, et alors tout son corps se détendit. Ses muscles, ses nerfs, ses os, ses pensées, tout s'est mis à couler sans fin, comme des larmes, tandis que Patrick le soulevait dans ses bras. Il avait dû rouvrir les yeux, car il se rappelait la portière ouverte derrière eux, pendant que Patrick remontait le chemin en le portant. Trop pressé de les ramener, il avait négligé de la claquer, et l'image de cette portière battant l'air, comme un aéron cassé au flanc de la voiture, s'était imprimée dans la rétine de Nicolas. Plus tard, pour les faire rire, Patrick et Marie-Ange lui dirent qu'ils n'avaient pas cessé, tandis qu'on les frictionnait, de parler de cette portière, de dire qu'il fallait retourner la fermer. On se demandait s'il survivrait, et lui, son seul souci, c'était que la portière ne reste pas ouverte sur la route, la nuit. Il y avait eu ensuite de la lumière, le visage de Patrick et celui de Marie-Ange, leur voix qui répétait son nom. Nicolas, Nicolas. Il était avec eux. Leurs mains chaudes parcouraient son corps, le frottaient, l'enveloppaient, et pourtant il l'appelait comme s'il avait été perdu dans une forêt et s'il participait à une battue pour le retrouver. Il gisait dans un sous-bois, blessé, perdant son sang, et entendait au loin leur voix inquiète. « Nicolas, Nicolas, où es-tu, Nicolas ?» Et il ne pouvait pas leur répondre. À un moment, des pas faisaient crisser les feuilles. Ils passaient tout près de lui, mais il ne le savait pas, et lui ne pouvait pas se faire entendre. Déjà, il s'éloignait, poursuivait les recherches dans une autre partie de la forêt.
Patrick, plus tard, les reprit dans ses bras, monta l'escalier en les portant. On l'allongea, on mit sur lui de lourdes couvertures, on lui soutint la tête pour qu'il boive quelque chose de très chaud qui lui fit faire la grimace. Mais la voix de Marie-Ange insista, dit que c'était bon, qu'il fallait. On inclina les verres et le liquide brûlant coula dans sa gorge. Il commençait à sentir son corps de nouveau, parcouru par des frissons si amples et si longs qu'il en devenait voluptueux. Il ondulait sous les couvertures comme un gros poisson donnerait des coups de queue au ralenti. Il gardait les yeux fermés, ne savait pas où on l'avait transporté, seulement qu'il était en lieu sûr, qu'il avait chaud, qu'on veillait sur lui, que Patrick était venu le sauver de la mort et l'avait porté dans ses bras jusqu'à cette chaleur et cette sécurité. Les voix autour de lui étaient devenues des murmures, une étoffe un peu rêche, frottée contre sa bouche. Son corps continuait de bouger, décrivant de très longs soubresauts qui prenaient fin dans la plante des pieds, si attardés comme s'il avait voulu aller plus loin, les tirer davantage encore. Il était tout petit dans un coin du lit, réfugié sous la couverture comme dans une grotte, et l'autre coin du lit semblait s'être infiniment éloigné, élevé aussi. Il le surplombait comme une dune gigantesque, montant très haut dans le ciel et venant mourir sous son visage. Sur la pente démesurée de cette dune descendait une boule noire. Ce n'était qu'une petite tache au début, quand elle quittait le sommet, mais elle devenait de plus en plus grosse en dévalant, énorme. Nicolas devinait qu'elle allait occuper toute la place, qu'il n'y aurait plus qu'elle, et qu'elle l'écraserait. Elle produisait en s'approchant un bourdonnement de plus en plus fort. Nicolas avait peur, mais se rendit bientôt compte qu'il pouvait à volonté faire reculer la boule noire, d'un coup la renvoyer au sommet, condamné à une nouvelle descente qu'il saurait de nouveau interrompre avant d'être écrasé. Juste avant, tout le plaisir était de la laisser venir le plus près possible, de lui échapper le plus tard possible.